C'est l'un des humoristes ivoiriens les plus inspirés. Il croque l'actualité avec une certaine aisance. C'est l'invité d'Actu People. Il s'appelle Le Magnifique. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On sait que la reine Elisabeth est décédée. Mes chers Africains, chers frères, ne pleurons pas parce qu'il nous reste encore Reine Pélagie. Vous avez vu comment il a démarré là? Mais il est parti, mais... Et ça, c'est une inspiration, comme on dit, inspiration divine, comme le dit coach Amoshik. Voilà. T'es inspiré, grave. Mon cher, on fait comment? C'est le travail qui demande ça. C'est un garçon aujourd'hui, il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. Les abdos seuls ne suffisent pas, sinon Abou allait garder la fille là. Mais... Est-ce que vous avez vu comment il est en train de truster l'actualité avec beaucoup d'humour et avec une certaine aisance? On ne sait jamais, tu n'as pas abdos, il faut travailler à la langue et les doigts. Tout ça c'est important parce que affaire des femmes là, c'est comme aller acheter une voiture d'occasion avec sans ton mécanicien. Tu ne sais pas si le moteur est encore bon. Tu as pris, tu as mis bon, donc c'est ça. Mais c'est juste pour vous saluer, pour dire qu'on est bien, bel et bien à Actu People. Et c'est moi qui vais l'interviewer aujourd'hui. Alors, ça, je le vois. Ça, je le vois. Non, mais tu es très, très inspiré, j'avoue. On te dit ça souvent, non? Bon, j'entends ça de temps en temps, c'est important. Mais lorsque tu entends même Magnifique, tu es fort, tu es inspiré, qu'est-ce que ça te fait? Bon, ça me motive encore à travailler plus. Ça me dit que à chaque apparition, je dois encore faire mieux. Et je dois travailler encore plus chaque jour parce que, bon, tu es fort, c'est flatteur, c'est bien, c'est gentil, mais on ne peut pas être fort. Comment on peut dire? On ne peut pas être plus fort, c'est Dieu qui est fort. Amen. Nous, on essaie d'aller. C'est Dieu qui inspire quelque part. Voilà, c'est ça. Et cette inspiration, c'est vrai que tu t'inspires beaucoup des faits d'actualité. Effectivement. Et tu les croques tellement avec beaucoup d'aisance. Tu en as fait la démonstration tout à l'heure, 2-3 faits. Parce que toi-même, il faut regarder. Tu fais un spectacle où les gens viennent, les gens de ta société, les gens avec qui tu vis au jour le jour, les mêmes problèmes, les mêmes réalités, ils viennent à ton spectacle et tu vas leur parler de quelque chose d'autre où ils ne se sentent pas concernés, où ils ne se retrouvent pas. Donc il faut croquer ce qu'ils vivent au jour le jour. Il faut, de sorte qu'ils soient à ton spectacle, ils disent mais attends, on type là. On dirait c'est de moi il parle. Ou bien ça là. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vécu ça là, ce qu'il dit là. Et ça plaît encore plus aux gens. Que de souvent raconter des choses imaginaires, mais de vivre des choses. Il n'y a pas monnaie dans Woro Woro, il y a problème dans le bus, ils ont volé mon portable. En voyage dans l'avion, la dame d'à côté, Seigneur, donne-moi une place pour la femme qui est à côté. Il ne faut pas son enfant va pleurer tout le voyage derrière moi. Ça, c'est des faits qui marquent. Qu'est-ce qu'on vit encore? L'immigration, on a les réalités du football, et l'éléphant va venir nous faire pleurer encore, ou bien on sera déjà encore. Tout ça, c'est des faits qu'on vit au jour le jour. Et quand tu les mets dans tes sketchs, les gens se retrouvent et ça plaît. Parfait. Ça fait près de 10 ans que tu croques l'actualité. Oui. S'il y a une actualité que tu as croquée particulièrement, qui t'a marqué, toi, c'est laquelle? Waouh! Là, je te ramène loin, là. Oui, il y a beaucoup d'actualités qu'on a croquées. Hein. Chaque actualité a sa saveur. Mais il y a une actualité quand le pays était quand même quand la Côte d'Ivoire était en crise, en 2010-2011, où j'ai créé Commandant Moriba FSI, où j'ai croqué cette actualité-là avec humour, avec une chanson, où on a fait un spectacle au Palais de la Culture. En tout cas, ce moment-là m'a beaucoup marqué parce que le pays était vraiment... Il y avait une crise et il fallait une décrispation de par l'humour. Tous les artistes. Il fallait savoir trouver l'alchimie. Les mots qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour déstresser, pour rapprocher les gens, pour créer une cohésion, pour rire de ça et banaliser, pour dédramatiser, pour appeler à la réconciliation. Et avec Commandant Moriba, ce personnage-là, moi, cette actualité-là m'a vraiment marqué. C'est clair que 11 ans en arrière, on ne se rend pas compte de ce qu'on a pu vivre. Hein. Oui. Mais toi, cette période qu'on a vécue, qu'est-ce que ça te laisse comme trace dans la tête? En tout cas, chaque jour que je dors, je me réveille, je dis à Dieu, il ne faut plus que ces genres de choses vont arriver à notre pays, à n'importe quel pays dans le monde. Parce que ça nous a mis en retard aujourd'hui sur plusieurs plans. C'est comme si on avait du retard de 30 ans. Tu vois, sur certaines choses, sur certains aspects.
Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche particulièrement. Je ne veux pas que ces instants-là se répètent. Parce que tous les artistes, beaucoup étaient en exil. Ceux même qui étaient là ne pouvaient même pas produire quelque chose. Personne. Et en tant qu'un petit humoriste, je sors de tout ça avec une idée, un concept, quelque chose qui m'est venu, une inspiration pour incarner ce genre de personnage qui venait d'arriver dans notre paysage militaire pour la première fois et incarner le commandant Moriba que pendant que les armes crépitaient, pendant que les armes sonnaient, il y avait des combats un peu partout et que cette chanson-là puisse partir, tous les camps puissent adopter et qu'on puisse me prendre pour même faire des tournées de réconciliation, des tournées de sensibilisation dans des casernes, un peu partout, voyager avec cette chanson, avec ce personnage-là. C'était particulier, c'était spécial quoi, pour moi. En tout cas, la Côte d'Ivoire vient de très très loin. Ouais. Pour ceux qui prennent la Côte d'Ivoire en marche, il faut savoir qu'on a connu de graves crises dans ce pays. Et c'est l'occasion, à la faveur de cette interview, de lancer ce message encore pour dire on peut que évoluer et se développer dans un environnement sain, un environnement de paix, un environnement de grâce. Il faille qu'on se batte tous pour maintenir cela. À l'instar de la Côte d'Ivoire, forcément, magnifique, tu viens de très loin. Oui. Ton parcours, il commence où et comment? Je ne sais même pas où il a commencé, mais c'est qu'il... Essaie de synthétiser un peu. On en a besoin, tu sais, c'est un peu le principe de cette émission. C'est important. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le magnifique. Ceux qui me connaissent, demandez déjà à ceux qui ne me connaissent pas, on va avancer. Donc, le magnifique. Non, on ne te connaît pas. Donc, parle-nous de toi. Demandez à ceux qui me connaissent, on va... Non, mais petit Robert, bien natif de Tiessan, c'est un petit village quelque part, dans le Guémon, la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai fait mes études primaires. J'étais tellement turbulent, très bandit à l'école. C'est le football seulement qui était dans ma tête plus. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère, donc mon grand-père également. Donc ça fait que je n'ai pas connu ma maman jusqu'à ce que je grandisse et que je la retrouve après, que je sois un peu plus grand, que je la vois. Même quand elle venait au village, on dit c'est ta maman, je pleure. Elle dit non, celle-là elle ne peut pas être ma maman, voilà ma maman. Donc c'est ma grand-mère que j'appelle maman. Donc ma maman, vraiment, ça l'a fatiguée. Ça l'a fatiguée aussi. Ben, j'ai passé le CP au village au moins 2 fois pour tout de ça. Moi, ça m'intéresse le cas de ta maman. Elle est en vie, non? Oui, maman est là. Voilà. Okay. Comment ça se fait que tu n'aies pas pu grandir avec elle? En fait, mon père était décédé, malheureusement. Et tout petit, elle m'a envoyé au village et elle a voyagé, elle était en Europe. Donc, elle s'est refait une nouvelle vie. Donc moi, je ne l'ai pas connu, j'étais tout petit, j'avais au moins 1 an ou 2 ans quand on s'est séparés. Donc c'est avec ma grand-mère et mon grand-père, voilà, que j'ai grandi au village maternel, voilà, que j'ai grandi au village. Donc du coup, c'est ma grand-mère que j'appelais maman, mon grand-père que j'appelais, d'après mon frère Poutou, quand il casse comme ça, accélérons, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, elle est toujours en Europe? Non, elle est venue maintenant, elle est revenue, elle est basée ici à Abidjan, elle est avec moi, tout se passe bien. Quand vous vous êtes retrouvés, tu n'as pas expliqué pourquoi elle n'a pas fait le regroupement familial, par exemple, pour que tu ailles la retrouver? Donc, honnêtement, non, j'ai pas pu lui demander, parce que quand comme on le dit, quand on s'est rencontrés ou bien on s'est regroupés ici à Abidjan, j'avais déjà fait la classe de CM2 2 fois au village. Ça n'a pas marché. Et ma grand-mère, d'après les gens du village, ma grand-mère me gâtait trop. Et que si je restais au village, j'allais devenir quelque chose. Donc elle a décidé de toute façon d'écouter maintenant ses voyages. Elle s'est basée à Abidjan et elle m'a repris auprès d'elle pour qu'elle me voie clair dans mon éducation. Dans ton éducation, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon CP. J'ai été orienté en 6e, quelque part à Numambo, Makori, à l'Institut Flaubel, là où j'ai vu même pour la première fois Magic System répété entre midi et 2 quand on venait manger Gaba, le Gabatigi dont il chante le nom, Aboudoukay, tout ça. C'est comme ça. Admabo. Admabo, voilà. Donc voilà à peu près comment. Donc à cause de toi, ta mère est venue s'installer en Côte d'Ivoire? Vous savez, il y a moi, mais aussi elle avait perdu l'aîné, je pense. L'aîné, ce qu'elle m'a dit, elle a perdu l'aîné et puis après elle est venue rester définitivement. Mais depuis là, elle est retournée quand même en France ou elle est restée là? Elle est restée, j'ai ces trucs, elle avait des buvettes, des petits commerces, quelques activités.
qu'elle gère en ce moment. Donc, jusque-là, elle n'est plus répartie. Qu'est-ce que ça t'a fait du moment où tu avais perdu déjà ton père et que tu as grandi avec tes grands-parents au village? À 11 ans, 12 ans, tu retrouves ta maman, tu reviens de l'Europe, tu vis avec toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre avec elle? Yo, ça m'a fait bizarre même. Je ne sais même pas comment il allait l'appeler. Je n'arrive même pas à l'appeler maman même. Quand il la regarde, souvent quand j'ai faim, pour un enfant normal, il dirait maman j'ai faim, maman je peux manger. Maman il la regarde, je ne sais même pas comment il dit ah j'ai faim. Hein. Bon, en plus il vient du village encore, villageois dessus. Donc tout ça là, ah tiens, moi j'ai faim, ou bien j'ai mangé, tourne. Elle me regarde, c'est un peu, avec le temps, la patience qu'elle a pu gérer ça. Donc, j'avais pas tellement ce lien de... C'est ma grand-mère qui était ma maman pour moi. Je n'ai jamais cru que je pouvais avoir une vraie maman si on ne m'avait pas dit, avec mon âge, si je ne l'avais pas découvert un peu plus tard. Les grand-mères, c'est clair que ça gâte les enfants parce qu'elles sont très laxistes. Lorsque tu retrouves maman, il y a une certaine rigueur. Oui. Tu retrouves un peu, on va dire, cette éducation rigide de la mère. Oui. Comment elle s'y prenait avec toi? Ah, en ce moment-là, elle avait été en forme. Et quand elle descend comme ça, là, on dit, mais Kadhafi arrive, ou bien France 24. Mes cousins avec qui j'étais là, on dit, ah, tous. Quand on disait ta maman arrive là, ah, Dieu, c'est pas une nouvelle, hein, c'était une information. On dit, c'est garant même, ta maman arrive, hein, elle arrive. Chacun se cherche. Non, mais elle était cracra, elle était dure, elle était rigide. Mais c'est quand on est petit, on ne comprend pas ça toujours. C'est après, quand on devient papa ou bien on devient responsable, après, vraiment. Souvent, les parents disaient, ce que tu me fais là, ton enfant va te faire ça. C'est vrai. Tu vois, oh, mon enfant, mais il connaît s'il a essayé. C'est qu'il a voulu me montrer. Mais quelques années plus tard, quand ton enfant te fait quelque chose net, ces chansons de Alpha Blondy qui viennent dans ta tête. Mon père avait raison. C'est magnifique, tu vas nous jouer tellement de tours, mais on va rester concentré. Tu es resté avec maman, tu es allé à l'école à l'Institut Frobel, tu l'as dit tantôt, jusqu'à quelle classe? Jusqu'à ce que j'ai le BPC à l'Institut Frobel et que je sois orienté au lycée municipal de Makori. Quand tu me parles de l'Institut Frobel, ça me rappelle, j'ai fait les cours de vacances là-bas, quand j'étais en classe de 4e. Là-bas, on portait bleu, blanc sur le moi. Moi, j'ai fait les cours de vacances en classe de 4e à l'Institut Frobel à Makori. Voilà. Ok, donc en 3e En 3e, j'ai eu le BPC là-bas et j'ai été orienté en seconde au lycée municipal de Makori. J'ai fait une seconde A2, c'est là-bas que j'ai eu mon bac, le bac A2 au lycée municipal de Makori et j'ai été orienté dans une grande école. Moi, je voulais faire les langues, je voulais m'inscrire à l'université parce que j'étais bon en allemand et en anglais. J'étais même le président du club d'anglais, le président du club d'allemand et en même temps président du club de théâtre et d'humour du lycée. Wow. Donc, je voulais m'inscrire en lettres modernes pour les langues. Et la vieille, elle m'a dit, ah, il faut regarder, ici, là, on n'a pas les moyens pour aller payer le papier à l'université encore, tu vas durer là-bas. Ah, mes oncles, les gars m'ont conseillé, ah, fais une grande école, une filière, tu as ton BTS, tu fais un stage, tu peux trouver un boulot. Parce qu'actuellement, là, ta maman, voilà, on ne peut plus payer les livres, les cahiers, les documents et autres. Si tu fais un stage, une filière, tu as le BTS, tu fais un stage, que ça marche, tu as un boulot, tu peux te prendre en charge. À tout moment, tu peux continuer les études, ça ne finit pas. Et du coup, tu vas dans quelle grande école? À ESAM. Et voilà. Tu fais quoi comme filière? D'abord, j'étais mal orienté. Quelqu'un qui a fait un bac A2. Ouais. Je voulais faire transport logistique parce qu'on avait des tontons qui étaient dans le transit, de douanement et autres. On se disait que peut-être après, on peut avoir un petit emploi auprès d'eux. C'était mal connaître les mathématiques. C'est que les mathématiques m'ont montré. En transport logistique. Transport logistique. 2 premiers mois net, je suis revenu. J'ai fait comment on dit, mutation. Une mutation. Voilà, une mutation. Je suis allé faire gestion commerciale. Ok. Là, il y a mathématiques, mais c'était un peu atténué quand même. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon BTS en gestion commerciale. Et pendant tout ce temps-là, je jouais au football. C'est le football maintenant qui me permettait d'avoir un peu d'argent, prime d'entraînement, prime de match. Et souvent,
petits salaires, les petits jetons. Ton histoire avec le football, ça reste. Moi, je vois très souvent tes publications lorsque tu fais tes entraînements à Gonzagueville. Oui, dimanche. Tantôt tu es Mbappé, tantôt tu es Haaland. Tantôt je suis CR7. Tout à fait. En tout cas, tu essaies d'identifier à tous ces grands joueurs. Mais ton histoire avec le football, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu en parles, est-ce que ce n'est pas avec une certaine amertume? Bah, si je n'étais pas blessé, ça allait me. Vraiment, ça allait me. Peut-être que je serais quelque part dans l'encadrement technique d'un grand club, peut-être en Europe, si je n'avais pas contracté cette blessure qui m'a éloigné définitivement des stades. Ton niveau en tant que footballeur, tu as joué en division 2 ou en division 3 ou en première division, je ne sais pas. Ouais, c'était quoi ton parcours de footballeur? Tout à fait. Depuis le village, on jouait les tournois inter-villages. Après, je suis venu à Abidjan à l'école. Donc, tout jeune là? Oui. À 10 ans, 11 ans, tu déjà? À 11 ans, 10 ans, là, j'ai partais avec les grands frères. Quand il n'y a pas de joueurs, on me met. Wow. Je joue avec eux. Et même quand j'étais à Abidjan, chaque congé, chaque vacances, je partais au village. Mais le président de notre club de village, il envoyait spécialement transport à ma maman. J'ai vécu un peu cette ambiance footballistique dans les villages où quand le pro il vient de la ville, il va tuer. Tu dois avoir toutes les formes à tes pieds. Ah, ça foulaille. Raconte-nous un peu. J'ai donné ma vie à Dieu. Non, j'ai connu une femme tardivement quand même. Ouais. Voilà, j'ai connu une femme tardivement vers les 18 ans comme ça. Bon, c'est pas trop tard, mais au moins par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai, que ça va très vite. 11 ans, 13 ans, déjà, ils sont déjà sur le terrain. Nous, au moins 18 ans. C'est dommage, avec les réseaux sociaux, c'est clair qu'ils sont interconnectés. Ils sont dans l'instantanéité par rapport à l'information, par rapport à beaucoup de choses. C'est dommage. Mais pour revenir sur voilà. Donc, on est parti des OASU, pardon, des tournois intervillages, où, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de femmes, mais nous, on ne connaissait pas. C'est nos grands frères qui avaient toutes les go du moment. Nous, on ne connaît rien, on veut jouer ballon marqué seulement. Et après ça, je suis venu à Abidjan à l'école OASU, les OASU, tournoi OASU. Et après, maintenant, je suis allé en 2-3, troisième division d'abord, avec le Cosmos de Koumassi. Ok. Voilà, dirigé par le président Mide, ici, il me regarde, Cosmos de Koumassi. Et c'est de là que je suis allé faire mon premier test au stade d'Abidjan avec les juniors. Et le test étant concluant, avec les juniors, on m'a pris pour l'équipe A. Et on a commencé à jouer quelques matchs amicaux. Et je devais aller faire maintenant mes papiers au village pour faire ma licence. C'est là-bas au village encore que j'ai contracté une blessure. Du coup, quand je reviens, je suis blessé, je ne peux pas jouer, je n'avais pas encore signé. On n'a que joué des matchs de préparation. Je n'ai pas débuté le championnat. Tu passes dessus rapidement, mais est-ce que là, tu ne te dis pas qu'il y a eu un sort qu'on t'a lancé au village? Bon, comme nous, on est africains. Hein? Non, je pense mais au-delà de la croyance chrétienne, il faut être réaliste. On est tous africains. Non. Tu ne te dis pas que ce séjour au village a dû te causer ce tort-là que tu as dû vivre dans ta carrière de footballeur et qui a dû freiner cette carrière quelque part? Bon, moi, je ne pense pas. Moi, je dis que c'est des faits, c'est des trucs qui peuvent arriver. Cette blessure, tu la contractes comment? Je la contracte parce que je suis venu, j'ai fait mon nouvel extrait de naissance dont ils avaient besoin. Et puis, je devais faire des photos d'identité avec d'autres choses. J'ai déjà fait. On avait une finale dans le village. Okay. Et je devais repartir. Et mes tontons, qui étaient les responsables du football de mon village, ont dit, petit frère, il faut nous aider. Il y a un grand match demain, il y a une finale. L'honneur de notre village en jeu, tout ça. Les gars vont venir jouer chez nous. Il ne faudrait pas qu'ils nous gagnent, tu dois jouer. Et j'ai dit d'accord, je vais jouer. Et le lendemain, je vais rentrer sur Abidjan. Et je suis allé au match, on a porté les maillots comme d'habitude. Et moi, je suis avant-centre. Donc, dans la surface, le gars qui fait un retrait, je regarde pour faire une reprise. Le gardien qui avant-centre aujourd'hui dans le football moderne, c'est attaquant de pointe. Ok, voilà, parfait. Donc, Jean Drogba, un peu Haaland. Tout à fait. Voilà, le finisseur à la Lukaku. Voilà, tu vois, moi, j'avais un style particulier, j'étais baroudeur. On pesait sur un renard de surface, comme on le dit généralement. Non, renard, c'est les Ben Badi. Et ils sont là, ils rôdent. Quand il y a petit Kafouya, ils mettent au coin. Mais toi, tu aimais aller quoi? Balle au pied, direct? Moi, fin dribbleur, finisseur? Non, pas fin dribbleur. À la Eden Hazard ou quoi? Non, un peu. C'était quoi le profil? Lukaku, féroce, force. Baroudeur, ouais, c'est ça. Pèse sur la défense. Comme un Rachidi Yekini en sortant à l'Africa. Voilà. Ouais. Et fini avec la tête, avec les frappes, en puissance, tout en puissance. Et voilà, un peu à la Haaland, quoi. Tout à fait. Voilà, donc
Voilà, je devais faire une reprise, le gardien est venu et il a eu croisement sur mon genou. Et c'est quoi, la rotule, non? Mais, ça, c'est déboîté, ouais. Voilà, c'est retourné là, My God. sur le champ. Donc, mon pied est resté comme ça. Ils ont essayé de remettre en place et ils ont essayé de traiter traditionnellement d'abord parce qu'au village, les doyens, les papas, les vieux, ils connaissent beaucoup de médicaments. Et après, je suis venu en ville.